On était sur l'or, là, on va peut-être y rester quand même. Enfin, je sais pas, je regardais les courbes ce week-end, c'est vrai que... Alors, bon, on peut grossir le mouvement en le mettant sur le zoom sur plusieurs années, mais ça devient parabolique là, en ce moment sur ces derniers jours. En plus, ça coïncide avec des gros allègements, je le disais, autour du Bitcoin, et visiblement de la part des institutionnels, et notamment de BlackRock. On a vraiment l'impression d'un short crypto, d'un long or et argent, mais ça date pas d'hier. On voit vraiment que la pression reste en très forte hausse, et on va y revenir à plusieurs reprises dans cette émission. Il y a pas mal de gens qui ont des bijoux, qui ont de l'or, qui ont des pièces, qui ont des lingots, qui retrouvent un petit peu les héritages des grands-parents et qui se disent on va peut-être vendre, ça vaut peut-être le coup. Et puis parallèlement, il y a une actualité qui est quand même assez amusante. Je ne sais pas si on a le tweet en régie, mais oui, voilà. C'était un tweet de ce matin. L'or, c'est un peu le métal de Schrödinger. Il est en sûreté quand il est du côté des États-Unis et il ne le devient plus quand on essaie de le rapatrier. Et c'est le cas du gouvernement allemand qui, visiblement, et ça faisait plusieurs semaines qu'ils en parlaient, tient à rapatrier son stock d'or qui est stocké aux États-Unis en Allemagne. Gustave, qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette agitation ? Ça reste quand même fascinant. Il n'y a jamais eu autant d'actualité sur l'or dans l'histoire. En tout cas, ça fait un moment. Ça fait à peu près 2 ans qu'on est sur cette tendance. Au début, elle était assez silencieuse. Et effectivement, elle s'accélère. Juste pour donner une appréciation de cette accélération, la semaine dernière, c'était la plus grosse hausse en une semaine depuis 2008. C'est vraiment une accélération qui se prolonge. Ce qui est intéressant, c'est justement son côté silencieux et notamment côté institutionnel, parce que les institutionnels étaient net vendeurs de l'or jusqu'il y a peu. Aujourd'hui, on est net positif, mais on est plutôt encore sous-exposé par rapport à des positions long terme, et surtout à des positions long terme dans des cycles haussiers. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement de la réserve encore de croissance, parce que ce qui fait la croissance des prix, d'abord et avant tout, c'est quand même la demande. Ouais. Donc il y a une grosse réserve de demande qui n'est pas encore délivrée, et c'est d'autant plus flagrant si on regarde ceux qui produisent justement ces métaux, c'est-à-dire les minières, où là, les institutionnels sont encore carrément avec une position nette vendeuse. Et du fait des instruments de couverture qu'ils commercialisent. Donc, le balancier n'est pas encore revenu là où il y a une réserve de pression acheteuse qui est très forte, et évidemment tout ça est porté par des lames de fond. La première étant évidemment la dédollarisation, ça fait très longtemps qu'on en parle. Alors ceux qui s'y essayent avec le pétrole ont eu des mauvaises surprises. Mais ils ont eu des problèmes. Voilà, exactement. Il y en a qui ont essayé. Exactement. Donc, dans Libye, Venezuela, Irak, par exemple. Mais en tout cas, il y a quand même une tendance très forte de dédollarisation du commerce international. Et l'or est un moyen, justement, pour les banques centrales de se dédollariser. D'ailleurs, on anticipe quand même encore une année de forte demande de la part des banques centrales. Je crois que c'est autour de 650 tonnes de demandes acheteuses de la part des banques centrales. Et puis, évidemment, on avait ce contexte latent et qui est accéléré par un catalyste récent qui s'appelle Donald Trump et qui rebat évidemment toutes les cartes de la géopolitique actuellement et qui vient accélérer cette demande, ou en tout cas cette nouvelle voie d'émancipation ou ce nouveau multilatéralisme qui a été voulu et rappelé notamment par le président Macron, mais aussi par le président canadien la semaine dernière à Davos. Donc on voit effectivement ces tendances de fond qui sont portées par une actualité court terme très très forte. En fait, quelque part, ça m'inspire, moi, 2 remarques. La première remarque, c'est que, et je ne vais pas me faire que des copains, on nous a dit pendant très longtemps que Bitcoin is the new gold, que le Bitcoin est le nouvel or. Là, en termes de performance, c'est plutôt l'or qui est le nouveau Bitcoin. C'est ça. C'est exactement en termes de croissance de la valeur de l'or. Donc, évidemment, le Bitcoin comme actif de réserve est un narratif qui a du plomb dans l'aile depuis quelques mois maintenant. Je crois que ça, c'est assez clair. Il y a eu un point pivot ces dernières semaines, c'est quand plusieurs sociétés crypto se sont mises à stocker de l'or pour le baquer sur quelque chose d'à peu près précis. Ouais. Et ce qui, d'ailleurs, pourrait challenger le rôle que les États-Unis espèrent donner au stablecoin dollar, puisque si les stablecoins sont baqués par le dollar, ça peut remplacer à terme le rôle du pétrodollar dans l'économie américaine. Oui, on avait vu ça. Ça, c'est un point à suivre, évidemment. Après, peut-être que cette fois-ci, c'est Trump qui va être fafo. C'est-à-dire qu'il va fuck around and find out. Ouais. C'est-à-dire, tu joues au con, tu vas voir ce que tu vas voir. Là, il a peut-être poussé un peu trop loin, et la baisse du dollar, cumulée à l'inflation relativement élevée encore aux États-Unis, cumulée à l'arrivée des midterms, ça le met face au seul frein possible à la politique de Donald Trump, ce que j'avais dit sur ce plateau il y a 1 an, c'est-à-dire le consommateur américain. Ouais.
Il y a le seul contre-pouvoir possible à Donald Trump à l'heure actuelle, c'est le consommateur américain. Et le thème de l'affordability, donc de le coût de la vie, est un thème qui est en train de monter très très fort aux États-Unis. Et donc là, avec le dollar qui baisse, on le voit encore ce matin, avec l'inflation qui reste élevée, on aura des chiffres encore cette semaine, et qui est peut-être même manipulé par les instituts de statistiques américains, on a un vrai risque. Donc cumulé à ça avec le discours de Jérôme Powell de la Fed mercredi, qui, à mon avis, là je serai devant mon écran, moi, hein, j'ai hâte de l'entendre en direct, celui-là. Mais il n'est pas exclu que Donald Trump fasse à des difficultés dans les jours qui viennent, entre autres liées à la baisse du dollar. Et potentiellement un nouveau shutdown. Hein. Oui, et tout en à plus, fait. le nouveau shutdown, c'est vrai. Ouais. On a ça aussi, les probabilités sont quand même en train de grimper en flèche. Je voudrais juste m'arrêter sur quelque chose de très très intéressant et qui participe de cette atmosphère de tension et de défiance autour d'échanges, autour des taux. C'est ce que vous appelez le triple yazoo. Alors, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais c'est une expression qui m'a marqué, ouais. Voilà, mais en gros, on reste sur une menace quand même de très gros temps sur le Japon. Le Japon, qui est un des principaux détenteurs de dette mondiale de tous les grands pays développés. Et ce gros temps pourrait être issu des positions sur les taux qui n'arrêtent pas de grimper du côté du Japon. Et du coup, on a l'impression que les banques centrales se passent le mot pour essayer de faire en sorte que tout n'explose pas. Et on semble avoir des indices d'action coordonnée. Alors, à la fois de la Banque du Japon, mais ça, c'est une vieille habitude, mais aussi de la Fed qui regarde ça et on a l'impression qu'ils s'envoient des textos un petit peu en scred là-dessus pour éviter que le lait ne déborde de la casserole, quoi. Pour moi, c'est la vraie inquiétude actuelle. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu l'attention un peu détournée depuis 2 semaines par les rodomontades diplomatiques de Donald Trump et par les chocs de communication auxquels on a fait face. Mais il y a un déséquilibre économique et financier majeur qui est en train de se créer au Japon et qui peut entraîner l'économie américaine et les marchés financiers du monde dans une période de gros temps, ça c'est clair et net. Donc le triple yazoo, c'est pas une figure de patinage artistique, hein. C'est simplement un phénomène qui décrit un moment où vous avez le yen qui baisse, donc la monnaie qui baisse, les marchés actions qui baissent et les taux directeurs qui montent. Donc c'est une situation absolument catastrophique pour l'économie d'un pays. Et donc on n'en serait pas très loin au Japon, où il y a eu des mouvements un peu effrayants sur le yen la semaine dernière, où les taux d'intérêt ont tendance à monter parce qu'ils veulent normaliser la politique de taux d'intérêt. Absolument, oui. Mais au même moment, ils veulent augmenter la dépense budgétaire, parce qu'il y a des élections qui arrivent, ils veulent montrer qu'ils soutiennent les Japonais, l'économie japonaise, etc. Et là, le marché pourrait dire non, en fait, ça passe pas. Mais est-ce que finalement, parce que le problème, c'est la réaction en chaîne en fait que ça déclenche. C'est tout le problème, c'est que ça peut faire tomber les dominos en fait. Mais parce qu'on a l'impression, et là on parle d'un problème vraiment de taux et de change, on se retrouve avec 2 grandes puissances, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, qui ont des taux qui montent et une devise qui baisse. Là, on comprend qu'ils s'envoient des textos pour essayer de gérer au mieux les choses. Parce que... c'est très mauvais. Et on dit que le principal risque en 2026, c'est l'économie américaine. Mais le Japon pourrait être le détonateur. Gustave, vous êtes d'accord avec ce Parfois, le catalyse ne vient pas de là où on pense. C'est-à-dire que le risque, c'est exactement ça, peut-être les États-Unis, mais le point de départ, ce ne sera peut-être pas les États-Unis. Et ça, c'est peut-être le point de départ. Il peut être japonais. Effectivement, ce triple yazoo, je crois que c'est même dans les années 90. On se souvient du coup du point de départ de finalement ce cycle de 30 ans. Quand même de stagnation. D'inflation nulle. Donc de stagnation japonaise. Donc c'est déjà arrivé. C'est pas un point de départ. Et les années 90, c'était aussi une période de rupture dans l'économie mondiale au sens large. Donc attention, je crois que la Fed de New York a une capacité à intervenir directement. Il faudra suivre ça. Mais effectivement, pour que la Fed de New York ou que les États-Unis se saisissent de la question dès maintenant, on sent bien que tout ça est interdépendant et que tout le monde aimerait éviter que ça se dégrade. Ouais, la Fed, qui est la Fed de New York, présidée par John Williams, qui est donc la
courroie de transmission directe de la politique monétaire aux grandes banques de Wall Street. Et c'est évidemment elle qui est toujours en première ligne là-dessus. Gustave, on en parlait il y a quelques instants, cette impression de on achète de l'or, on vend les cryptos, on vend le Bitcoin. Visiblement, les gros mouvements de baisse là, qui ont eu lieu ces derniers week-ends, ça se passe toujours le week-end, c'est fascinant les cryptos, mais les gros mouvements de dégagement qui ont eu lieu seraient à mettre au crédit des grands institutionnels, et notamment de BlackRock qui se défait de gros blocs de position sur le Bitcoin. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de désaffection des institutionnels vis-à-vis de la reine des cryptos en ce moment, ou est-ce que c'est des mouvements d'opportunité? Est-ce qu'on se pose toujours la question finalement? Bon, je pense que ce qu'on peut constater déjà, c'est effectivement que la direction du Bitcoin est carrément opposée à celle de l'or. Donc en termes de valeur refuge, effectivement, Mathias l'a dit tout à l'heure, on n'y est pas tout à fait, ou en tout cas, si c'en est une, c'est clairement une autre tendance que celle de l'or et des valeurs refuges traditionnelles. Maintenant, pour ce qui est des flux et de la demande, on a effectivement vu une baisse qui déjà s'est engagée en fait en 2025, même s'il y a eu une demande qui est la deuxième plus forte de l'histoire de la part des institutionnels. On était autour de 900 000 bitcoins de demande institutionnelle en 2024. On est tombé autour de 700 000 l'année dernière. Et pour l'instant, en 2026, on est autour de 30 000. Même si on fait x10, si vous voulez, ça fait pas tout à fait, ou x12, ça fait pas tout à fait la demande de l'année dernière. Donc effectivement, on a une demande qui se tarit, alors même qu'on sort d'un halving, donc d'une raréfaction de la production. Donc ça aurait dû créer une tension supplémentaire sur les prix. Et d'ailleurs, beaucoup prédisaient un début de bull run seulement l'année dernière, et finalement, c'était plutôt la fin, en tout cas de ce microcycle. Aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt inverse, comme on se le disait, à celle de l'or et donc à la croissance des prix pour le Bitcoin. Mais effectivement, c'est toujours très, très intéressant, au-delà de commenter les prix, de regarder les flux. Et là, tout de suite, les flux sont juste moins là, malgré, encore une fois, une raréfaction de la quantité de production. L'année avait pourtant bien commencé, parce que première semaine de janvier, on a un Bitcoin qui remonte quand même pas mal jusqu'à 95 000, avec plus d'1 milliard d'entrées dans les ETF Bitcoin. Et la semaine dernière, on a 1,5 milliard de sorties des ETF Bitcoin, ce qui pose, à mon avis, la question plus large d'une espèce de grande réallocation du capital, ce qu'on appelle parfois la rotation sectorielle, où en fait énormément de capitaux investis dans la tech américaine l'an dernier et dans le Bitcoin, et l'année d'avant aussi, pourraient être en train d'être réalloués. On parle du secteur de l'énergie, du secteur de la santé, on parle de la défense, on parle des small et mid cap en Europe et aux États-Unis qui pourraient redevenir attractifs cette année. Donc voilà, c'est cette grande réallocation de capital, et à mon avis, les institutionnels, en tout cas ceux avec qui j'ai pu échanger ces derniers temps, me disent qu'ils ne savent pas très bien comment en fait considérer le Bitcoin dans une allocation, quoi. Ça a un peu changé. Et là, on regarde du côté des industriels du Bitcoin, c'est-à-dire ceux qui le minent. Ce sont des grandes fermes remplies de cartes graphiques, à pu savoir qu'en faire, alimentées soit par des panneaux solaires, soit par un réseau électrique qui commence à vraiment tirer sur la corde. On les écoute, on les entend, on regarde leur modèle industriel, et ils sont peut-être en train de faire une rotation sectorielle eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est plus intéressant de louer ses capacités à de l'IA très demandeuse et aux hyperscalers que de miner du Bitcoin. Et là, ça va commencer à poser problème, parce que c'est comme des pétroliers, ils ont besoin de rentabiliser leurs investissements. Est-ce qu'on n'est pas justement à l'aube d'une rotation sectorielle dans la rotation sectorielle ? Il y a beaucoup, effectivement, de fermes de minage de Bitcoin qui se sont reconverties dans la fourniture de capacités de calcul pour l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais le ROI, le retour sur investissement de ces capacités en fait électriques, parce qu'à la fin c'est de la capacité électrique, ces centres, le rendement était largement supérieur, d'un multiple par rapport au rendement que pouvait fournir du minage de Bitcoin. Le minage de Bitcoin, il y a un endroit où on pourrait en avoir besoin actuellement, c'est sur le réseau électrique français, réseau électrique qui est en saturation, et où le minage de Bitcoin permet d'amortir ces capacités de surproduction littéralement d'énergie qu'on a en France. Et malheureusement, EDF est en train de vendre sa filiale de minage de Bitcoin, à ma connaissance, à un groupe américain, ce qui est juste zut alors terrifiant de bêtises, de stratégie économique, mais c'est comme ça. Bon. Écoutez, à voir. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin pour commenter cette actualité. Alors, très or, très argent, mais très Bitcoin et très beaucoup de choses très, très intéressantes. Mais on est paré pour quelques semaines où
va se passer des choses vraiment passionnantes sur les marchés. On a Sandon, les retours des publications de résultats cette semaine. On a la Fed, c'est délirant. Hein. Le flux d'actu est juste colossal, quoi. Pardon. Mais ça m'a marqué beaucoup en préparant la semaine. Il y a vraiment des choses à prévoir. On va sortir un petit peu de la géoéconomie et se concentrer sur les fondamentaux.